l'enquête est bloquée. Bloquée, pourquoi? Parce que j'aime votre plateau, parce que il y a 2 semaines, je vous avais dit que vous avez dit 2 ou 3 choses. La première chose, c'était que l'enquête confiée au CED et à la DGSN en mixte était pour le CED un test de loyauté. Souvenez-vous ce que j'avais dit, un test de loyauté. Si je m'arrête sur cet élément, le test de loyauté consistait à quoi pour le président en transmettant ce dossier au CED? C'était d'amener le CED à répondre lui-même à la question qu'emportait le dossier. Vous êtes ministre ou secrétaire d'État en charge de la gendarmerie pour servir l'État, donc moi, président, ou bien votre parent. C'était ça le test de loyauté. Et l'enquête qui est bloquée aujourd'hui montre effectivement que au niveau du CED, on a répondu à cette question, mais contre peut-être ce que le président attendait. Je vous explique. Quand vous regardez l'affaire évoluer, premier élément qui coaque dans le dossier, on a emballé un directeur général des renseignements, le numéro 1, la CIA camerounaise, comme un vulgaire d'égout, et en 30 minutes, on l'a mis dans une geôle. Avec l'autorisation du président, puisqu'ils ont demandé l'autorisation, le président a dit « faites ». Et aujourd'hui, ils se rendent compte que le monsieur, il n'y a pas assez d'éléments. Il n'y aurait pas assez d'éléments qui montrent qu'effectivement, il y a quelque chose à voir avec cette affaire. Comment ils font pour revenir dire au président, on a emballé le numéro 1 de vos renseignements dans cette affaire-ci et on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour l'envoyer devant. L'enquête doit bloquer à ce niveau. Ça bloque d'abord. Comment vous faites ça? Et vous allez le comprendre parce que, deuxième élément, le directeur des opérations. Le directeur des opérations, c'est un monsieur, regardez son profil, vous regardez sa carrière, vous regardez son parcours, c'est pas un enfant d'église. C'est pas un enfant d'église. Donc, toute l'enquête tourne autour de lui. C'est lui le nœud gardien de l'enquête. Et comme c'est le nœud gardien de l'enquête, tout ce qu'il a passé le temps à faire, c'est de gagner du temps. Il a gagné du temps. La preuve, c'est que jusqu'à hier, je ne crois pas que quelqu'un pouvait donner le nom de son avocat. Jusqu'à hier. Mais depuis hier que Maître Tchoukan a parlé, on a vu un avocat qui parle désormais en son nom. Mais depuis 2 semaines, il n'avait pas d'avocat. Pourquoi? Il a gagné du temps. Il a gagné du temps encore, pourquoi? Parce que dans une affaire comme celle-ci, vous vous rendez bien compte qu'il s'agit d'un agent de service d'intelligence. Et il y a des choses qu'il ne peut pas dire à n'importe qui, n'importe comment, fût-il dans le cadre d'une enquête comme celle-là, et ou encore au CED. Je m'explique. Quand vous regardez, M. Bouba, l'enquête telle qu'elle est prépositionnée, vous allez vous rendre compte que les services de la DGSN ont fait un pas en avant, une fois que le dossier leur a été confié avec le CED, et une fois que le dossier est engagé, ils ont dû faire comme 2 pas en arrière. Et c'est pour cela que vous avez comme l'impression que le CED est le seul service à gérer cette enquête. Parce qu'en fait, le DGSN, lui, il avait compris le fond de la question quand le président transmettait ce dossier. C'est-à-dire que ce n'était même pas son dossier, le DGSN, c'était le dossier du CED. Et que c'était au CED de répondre à la question de loyauté. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand le commandant des opérations vous fait gagner du temps, il compte certainement sur 2 ou 3 indices. Ou alors, certainement, il a des demandes qu'il a faites et dont les réponses ne sont pas encore arrivées. Alors, il est obligé peut-être de vous dire une chose aujourd'hui et demain de vous dire une autre, afin de brouiller la mayonnaise. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que une sacro-sainte règle dans l'administration, ou du moins dans l'intelligence administrative, c'est qu'on n'expose pas son patron. Je vous donne cet indice. On n'expose pas son patron, quel que soit ce qui arrive. On peut exposer son patron exceptionnellement si on se rend compte que, étant déjà dans la mouise, le patron ne fait rien du tout pour nous sortir de la galère, des difficultés. Regarde la facilité avec laquelle il a livré le DGRE. De 2 choses l'une, vous allez comprendre une chose, c'est que dans l'administration, c'est que c'est le chef qui est toujours plus à même à protéger le collaborateur et non pas l'inverse. Ça veut dire que si le collaborateur est coincé dans une situation, le chef a toujours l'obligation et le devoir de protéger son collaborateur et de le sortir de la mouise.
Vous comprenez? Donc si le collaborateur dans une situation comme celle-là, avec autant de facilité, livre son patron, ça veut dire que deux choses l'une. Soit, là, je le dis, ça c'est mon intime conviction, ma subjectivité à moi, peut-être que le patron n'était vraiment pas dans cette affaire-là. Et qu'il faut rechercher peut-être dans leur collaboration de service avant cette affaire Martinez-Zogo pour savoir s'ils étaient déjà en bisbille ou pas. Puisque dans les informations, je sais que vous êtes informés, vous savez que le commandant des opérations n'était plus vraiment dans les bonnes grâces de son patron. Et qu'il y avait déjà pratiquement un superviseur dans son service qui faisait pratiquement l'office de directeur des opérations. Ça, vous le savez au moins. Donc, il y a des éléments qui peuvent concourir à penser que le monsieur a emballé son patron. Mais pourquoi il a emballé son patron? Je vais rentrer dans... Je sors par là. Oui, je sors par là. Pourquoi il a emballé son patron? Quand il sort un élément comme celui-là, il vous donne aussi un autre indice. C'est que certainement, il est au service de 2 maîtres. Il a été au service de 2 maîtres. C'est-à-dire quoi? Ceux qui peut-être ont commandé l'assassinat de Martinez-Zogo, c'est-à-dire l'ont mobilisé à poser l'acte ignoble que nous réprouvons aujourd'hui, ce qui est clair, et ceux peut-être qui veulent avoir des garanties de sa part afin qu'il leur livre certainement quelqu'un qui, sur le plan administratif, n'était pas en odeur de sainteté avec eux, donc ils ne sont pas forcément, c'est de ce camp-là. Je ne sais pas si vous percevez ce que je suis en train de dire. Donc, vous avez cette affaire à ce niveau-là, avec quelqu'un qui gagne du temps. Je sors en disant que, dans une enquête comme celle-là, pourquoi aussi ça s'est bloqué? C'est peut-être aussi parce que on n'arrive pas à voir la psychologie de celui qui est le nœud gordien de l'enquête. C'est un tout pourri, ayant travaillé dans ces régions, et tout pourri Moundan, ils ont un peu de traits de caractère. Aïdjo les aimait beaucoup parce que c'est pour ça qu'il en prenait beaucoup dans l'armée régulière. Surtout parce que, dans sa garde rapprochée. Oui, l'homme tout pourri de manière générale est un homme très volontaire et fidèle. Il faut faire très attention. Volontaire et fidèle. Et pour qu'il arrive à ce niveau de trahison, il faut absolument que vous lui ayez donné des garanties essentielles qui puissent penser qu'il peut laisser un maître pour aller vers un autre. Ça veut dire qu'en fait, rentrer dans la psychologie de l'homme pour comprendre. De deux, c'est que quand vous avez affaire à un agent de service d'intelligence, cherchez son parrain. Parce qu'en fait, pour qu'il soit directeur des opérations, il n'est pas sorti d'un chapeau. Généralement, il a un parrain qui l'a proposé. Et il n'y a que ce parrain-là qui peut absolument lui faire dire des choses essentielles, obtenir de lui des vérités qui peuvent servir à qui de droit. De trois, je suis sorti, c'est que quand vous voyez un dossier bloqué à ce niveau, c'est que certainement, il y a un dossier parallèle. C'est-à-dire qu'il y a une vérité vraie qui a déjà été couchée sur le papier, soumise au chef de l'État et qui attend son arbitrage. Et on est obligé donc au niveau du commissaire du gouvernement, par exemple, de renvoyer pour complément d'enquête le temps peut-être que le sommet puisse donner une orientation particulière. Je vais prendre 2 ou 3 éléments. Le ministre de la Défense, c'est un demi-ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il a un ministre de la Justice spécial. C'est-à-dire qu'il a une justice militaire sous sa botte qui échappe au ministre de la Justice garde des Sceaux que nous connaissons. C'est pour ça que ça va là-bas. Et cette justice militaire, c'est la justice du président lui-même. Maître vous l'a dit. C'est-à-dire que le ministre de la Défense rencontre le président qui en fait lui-même est en fait le ministre de la Justice militaire. Parce que c'est le président qui est le ministre de la Justice militaire. Je prends cet élément pour que vous compreniez l'enchevêtrement. Ce demi-ministre de la Justice, pourquoi l'enquête est bloquée? Vous pensez qu'il va prendre sur lui d'autoriser le mandat de dépôt de ces gens-là sur la base de certaines informations qu'il aurait et qui engageraient parfois certains de ses collègues du gouvernement? C'est-à-dire que quand même bien il est avéré que dans des déclarations ou dans des informations du fait de l'enquête, des gens ont indexé certains membres du gouvernement vertement. Le demi-ministre de la Justice, le ministre de la Défense doit d'abord requérir l'autorisation. Premier blocage. Deuxième blocage, c'est au niveau du prévenu principal, le suspect principal, M. Danoué. J'ajoute aux éléments que j'ai d'abord avancés, le fait que quand il gagne du temps, ils se sont déjà rendus compte, faites très attention, ils se sont déjà rendus compte, les gens dans votre question, que ce qu'ils ont fait est très grave. Eux, peut-être, ils voyaient le détournement de pouvoir, c'est-à-dire qu'en tant que directeur des opérations, il est sorti du cadre régalien de ses missions, de DO, c'est-à-dire du service de l'État, pour aller servir des individus dans l'obscurité, des privés, pour régler des comptes. Détournement de pouvoir, donc il s'est retrouvé hors de ses missions.
Lui ne voyait que peut-être cela. Mais aujourd'hui, il se retrouve, et je crois qu'ils ont eu le temps de mûrir cette réflexion, il se retrouve dans un complot contre la sûreté de l'État, article 53 de la Constitution. Allez lire l'article 53 de la Constitution. Vous allez vous rendre compte que la haute cour de justice n'est mobilisable que pour le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et le mobile principal pour mobiliser la haute cour de justice, c'est le complot contre la sûreté de l'État. Bonjour les enfants, c'est papa. Eh oui les enfants, ça fait froid au dos, non? Ça c'est Valère Bessala. Je vous ai déjà dit que ce type est extraordinaire. Il utilise son intelligence, mais c'est pas de lui qu'il s'agit. C'est l'information que la sortie de Valère Bessala nous donne qui est plus importante. Ok? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs camps. On vous a dit, il y a le camp Boulou, le camp Gongo, le camp Esso, le camp ceci. Mais il y a un troisième camp. Le camp qui veut démontrer au président de la République qu'ils peuvent défendre Pomba contre le RDPC, le camp Gongo, le camp Esso, contre les opposants, le MNC et tous les autres, parce que c'est eux en fait les vrais enfants prodiges et que c'est à eux que Pomba devrait faire confiance. C'est un nouveau camp. Je vous ai dit, faites très attention à ces jeunes rampants. C'est un nouveau camp qui est en train de se créer pour vous parler, partir faire l'inceste au RDPC chez Pomba. Et alors, ils sont devenus un tout petit peu comme la voix de Pomba. C'est les nouveaux biaïstes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train... Parce que quand vous écoutez, par exemple, Valère Bessala, il dit des choses extraordinaires. Il dit des choses extraordinaires. Mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il vous démontre que la personne que lui il essaye de protéger au milieu de ça et qu'il présente comme la victime, c'est Pomba. Mais sauf qu'il vous présente un bonhomme qui fait aux gens les tests de loyauté avec des histoires de meurtre dans la vie des gens parce que c'est lui, le grand patron de la paix. Ce troisième camp que représente Valère Bessala, qui en ce moment trouve sa place parce qu'il est la bouche d'un certain groupe de personnes, des frustrés du RDPC, des frustrés de beaucoup d'autres groupes, et il est le plus intelligent de ces gens-là. Et je me dis que je m'arrête, pourquoi je ne crois pas en lui? Parce que la personne qui a mis le Cameroun dans cet état, la personne qui a transformé le Cameroun en un état voyou, qui fonctionne comme un gangster, ce n'est pas Amougou Belinga et les autres ne sont pas les premiers à utiliser les services de l'État pour régler des problèmes personnels. Le président Pomba est le patron de ce mécanisme-là. Pomba est le premier qui a déjà utilisé plusieurs fois les services de l'État pour aller régler ses problèmes privés. Donc, le fait seulement que Valère Bessala peut expliquer les choses comme il explique là, avec beaucoup de suspense, avec beaucoup de clairvoyance même, et qu'il vient chuter, et qu'il n'arrive pas à mettre au milieu la responsabilité de Pomba, et qu'il essaye de présenter Pomba comme étant, je ne sais pas comment, ou la victime, ou quoi, je ne sais pas ce qu'il essaye de nous faire comprendre en fait, c'est ça qui prouve qu'il est la bouche lui-même d'un autre camp, et n'est pas la bouche du peuple. Parce que ce n'est pas seulement une espèce d'être la bouche du peuple, mais c'est son mécanisme. Il dit, le CED, Pomba a donné l'enquête au CED pour faire un test de loyauté en Gongo, pour voir si Gongo est loyal, si Garak Sesso et Toga est loyal en Gongo, ou bien il est loyal à Pomba. Donc, on est comme si on est dans un truc de mafieux. C'est-à-dire qu'on dit que quelqu'un a pris une décision, que mener une enquête, le peuple veut des réponses. Lui nous explique qu'en fait, le bonhomme, lui, en fait, lui fait seulement un test. Il lui faisait seulement un test. Donc, là où nous, on est en train de chercher les réponses, de savoir qui a tué Martinez, lui nous explique que ça, ce n'est pas le problème de Pomba. C'est un prétexte seulement. C'est très important à comprendre. Parce qu'on va faire 2 capsules ce soir sur la sortie de Valère Bessala, qui est une grosse information qu'ils doivent savoir. Je vous ai dit qu'à chaque fois, le peuple doit trouver sa place au milieu de ça. Le peuple doit pouvoir sortir du fantasmagorique pour savoir, et pour ça on ne doit pas perdre de vue, que si on est arrivé dans cette situation, si le Cameroun a atteint ce niveau, si aujourd'hui les gens peuvent payer l'argent et utiliser la DGRE, s'il y a des micmacs, on prend le patron de la CIA, c'est parce que Pomba a transformé le Cameroun en un état mafieux, où les ministres se comportent comme des gangsters.
et où on a l'impression justement que nous ne sommes plus un pays, mais nous sommes le cartel de Cali. C'est Pomba qui a transformé le Cameroun en le cartel de Cali, frère. Donc, quand j'écoute Valère Bessala, je l'écoute bien, je le vois, il présente des choses et tout, et je suis tellement gêné à la fin qu'il est comme tous les jeunes. Il est comme tous les jeunes. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont là-bas, qui estiment, qui croient toujours obtenir quelque chose de Pomba. Et vous comprenez pourquoi il vous dit toujours que non, il ne faut pas que nous lâchions ce vieux-là. Il faut que nous soyons toujours accrochés à côté de ce vieux-là. Parce que si on perd ce vieux-là, parce que lui, c'est sur le rampage de Pomba, il espère peut-être que Pomba va l'adopter. Il espère que Pomba va l'adopter, man. Et une fois que Pomba va l'adopter, il va pouvoir devenir président. Résultat des courses, il va démontrer à Pomba qu'il aime Pomba. Il peut protéger Pomba contre les clans à l'intérieur du RDPC. Contre tous les partis d'opposition, notamment le MRC. C'est pour ça qu'il parle toujours des opposants avec beaucoup de mépris. Regardez comme il parle assis là. Vous qui allez, quand vous allez souvent là-bas, Parce qu'en fait, c'est quelqu'un c'est un narcissique. Hein. C'est un pervers narcissique. Et il est important pour nous que nous prenions que les informations qu'il nous donne, mais on ne doit pas perdre de vue que fondamentalement, il est totalement contre une idée, une quelconque émergence de changement. Ça veut dire que là, il est la tête de l'île qui veut renaître de lui-même. Ça veut dire qu'il est la tête, il veut prouver à Pomba qu'il peut renaître de Pomba. Il peut faire un nouveau Pomba plus clair. Je vous promets les enfants. Je vous promets, au-delà de toutes ces passions, restez lucides. Je vous ai dit un jour que si jamais Messanga Nyamding couchait avec Dieudonné Somba et ils avaient un enfant, cet enfant s'appellerait Valère Bessala. Je n'ai pas dit qu'il est bête. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas intelligent. Même son décryptage est une réalité qu'il nous présente parce que c'est la réalité que manipule un clan. Et comme vous n'avez pas cette réalité, on doit nous la poser. Et vous devez tout prendre. Je vous ai pas dit, je vous ai déjà dit que toutes les informations qui viennent, on doit les prendre comme étant des informations nous permettant de bien manifester notre propre position. Nous sommes à quel niveau dans cette groupe? Voilà la troisième voix qui est en train de parler. C'est un groupe de jeunes, c'est un groupe de personnes qui en ce moment veulent se faire adopter par Pomba. Parce qu'ils sont en train de vouloir montrer à Pomba qu'on peut te protéger même contre tes gens du RDPC. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Ça, je tenais à vous le dire de la manière la plus claire. Rendez-vous pour le deuxième. Il y a encore un autre podcast toujours sur Valère Bessala. Parce que c'est très intéressant. Allez les enfants. C'était, je ne sais pas quand, c'est le troisième podcast là, mais il y en aura encore un autre. Bougez pas. Vous avez la pétition. Vous voyez, continuez de mettre la pression. Continuez de mettre la pression et faire signer ce truc, les enfants. C'était papa.